Au dîner, ma mère a levé son verre de champagne millésimé et a annoncé à toute la table, avec un sourire radieux, « J'ai deux filles formidables. L'une est une avocate renommée à Paris, et l'autre, eh bien, l'autre est une mendiante. » La salle a explosé de rire. Mon frère a ricané en ajoutant, « Au moins, elle sait comment dormir sur un canapé sans se plaindre. » Mon père, lui, a simplement murmuré en coupant son steak, « Tu as de la chance qu'on ne t'ait pas encore mise à la porte. » Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai simplement caressé le médaillon en argent de ma grand-mère autour de mon cou, je me suis levée, et je suis sortie dans la nuit glaciale. Ce qu'ils ignoraient à ce moment précis, c'est qu'en franchissant cette porte, je venais de signer l'arrêt de mort de leur train de vie luxueux. Avant de vous raconter comment j'ai fait s'effondrer leur petit empire de mensonges en seulement 7 jours, j'aimerais savoir qui est avec moi ce soir. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous écoutez cette histoire, et quelle heure il est chez vous. J'adore lire vos messages, cela me rappelle que je ne suis pas seule face à ce genre de toxicité. Revenons à cette soirée fatidique. Nous étions à Megève, dans l'un des restaurants les plus huppés de la station, le Flocon de sel. L'air sentait la truffe noire et l'argent vieux. C'était la veille de Noël, et comme chaque année, mes parents, Ghislaine et Régis, avaient insisté pour maintenir cette mascarade de famille parfaite. Je portais un pull en laine un peu usé que j'avais acheté en friperie, et je voyais bien les regards dégoûtés de ma sœur Audrey. Elle était assise en face de moi, resplendissante dans sa robe de créateur, pianotant sur son téléphone avec ses ongles manucurés. Audrey, l'enfant chéri, l'avocate d'affaires qui, selon la légende familiale, ne perdait jamais un procès. À sa droite, il y avait Cédric, mon frère aîné, le prétendu génie des affaires qui gérait une chaîne de magasins bio à Dijon. Le dîner avait commencé par les habituelles louanges. Ma mère a teinté sa cuillère contre sa flûte à champagne pour demander le silence. « Je voudrais porter un toast », a-t-elle commencé, sa voix mielleuse remplissant l'espace. À Audrey, qui vient de remporter ce dossier difficile contre cette multinationale. « Nous sommes si fiers de toi, ma chérie. » Audrey a souri faussement. « Merci maman, c'était épuisant, mais la justice paie bien. » Mensonge. Je savais pertinemment qu'elle n'avait pas gagné ce procès. Elle avait négocié un accord à l'amiable désastreux pour son client, mais personne à cette table ne vérifiait jamais les faits. Et à Cédric, a continué mon père, Régis, le visage rougi par le vin. Pour l'ouverture de sa 3e boutique. Un vrai businessman, comme son père. Cédric a gonflé le torse. On fait ce qu'on peut, papa. Le marché est dur, mais quand on a le talent. Nouveau mensonge. La 3e boutique était un gouffre financier qui ne tenait debout que grâce à des injections mystérieuses de liquidités chaque fin de mois. Puis, le silence est tombé. Les yeux de ma mère se sont posés sur moi. Ce n'était pas un regard d'amour. C'était le regard qu'on lance à une tache de vin sur un tapis persan. Et puis, il y a Morgane, a-t-elle soupiré, comme si mon prénom lui écorchait la bouche. Notre petite artiste bohème. Toujours à faire ses petits dessins sur ordinateur à Lyon. Elle a marqué une pause théâtrale, cherchant l'approbation de la table. Dis-moi, Morgane, as-tu réussi à payer ton loyer ce mois-ci, ou devrons-nous encore t'envoyer un panier garni pour que tu ne meurs pas de faim? C'est laquelle l'a dit. Cette phrase qui a tout fait basculer. Vous savez, a-t-elle dit en se tournant vers les tables voisines, parlant assez fort pour être entendue, j'ai 2 filles. Une est une avocate célèbre, et l'autre est une ratée, une mendiante qui vit à nos crochets. Le rire qui a suivi était pire que les mots. Cédric a éclaté de rire en postillonnant. Audrey a émis un petit rire cruel, masquant sa bouche avec sa serviette. Même mon neveu Kylian, le fils d'Audrey, a baissé les yeux, honteux, mais n'a rien osé dire. J'ai senti la chaleur monter à mes joues, non pas de honte, mais d'une colère froide, solide, comme la glace qui recouvrait les montagnes dehors. J'ai regardé mon père, espérant une once de défense. « Tu es chanceuse, Morgane », a-t-il grogné. Dans n'importe quelle autre famille, une ratée comme toi aurait été reniée depuis longtemps. Tu devrais embrasser les pieds de ta sœur. C'est grâce à des gens comme elle que la société fonctionne. J'ai posé ma fourchette. Le bruit métallique a résonné étrangement fort. J'ai regardé ma mère, puis mon père, puis mon frère et ma sœur. Je les ai vus tels qu'ils étaient vraiment, des parasites déguisés en aristocrates. Je n'ai pas prononcé un mot. J'ai repoussé ma chaise, j'ai pris mon manteau bon marché, et j'ai marché vers la sortie.
C'est ça, fuis, a crié Cédric dans mon dos. Va pleurer dans ta voiture pourrie. En sortant, le valet m'a tendu mes clés avec un regard compatissant. Il avait tout entendu. Je suis montée dans ma vieille Peugeot 206, j'ai démarré le moteur, et j'ai su que c'était la dernière fois qu'il me voyait comme la victime. Il pensait que je partais parce que j'étais brisée. Il ne savait pas que je partais pour appuyer sur le bouton rouge. L'autoroute A40, que l'on appelle l'autoroute blanche, était presque déserte. La neige tourbillonnait dans la lumière de mes phares, créant un tunnel hypnotique. Mes mains serraient le volant si fort que mes jointures étaient blanches. Pendant les 2 heures de route qui séparaient Megève de Lyon, je n'ai pas écouté de musique. J'ai écouté les fantômes du passé. Les mots de ma mère résonnaient en boucle, mendiante. Ratée. À nos crochets. L'ironie était si puissante qu'elle en devenait amère. Si seulement il savait. Mon esprit a dérivé vers un souvenir, 5 ans plus tôt. C'était le moment où tout avait changé, le moment où j'avais compris que l'amour de mes parents était conditionnel, indexé sur le succès et l'apparence. J'avais 24 ans. Je venais d'avoir un grave accident de scooter. J'étais à l'hôpital, la jambe brisée en 3 endroits, seule, effrayée. Je venais de lancer ma start-up, je n'avais pas de mutuelle décente, et les frais chirurgicaux s'annonçaient lourds. J'avais appelé ma mère en pleurs. Maman, j'ai besoin d'aide. Il me manque 500 € pour payer l'anesthésiste et les frais de dossier immédiats, sinon ils vont retarder l'opération. Il y a eu un silence au bout du fil. Puis la voix de ma mère, froide. Morgane, tu sais bien que nous sommes un peu justes ce mois-ci. Nous venons d'acheter l'appartement à Paris pour Audrey. Elle a besoin d'un endroit décent pour recevoir ses clients. Nous ne pouvons pas gaspiller de l'argent pour ta négligence. Tu n'avais qu'à faire attention. Débrouille-toi. Elle avait raccroché. J'étais restée là, dans ce lit d'hôpital, la douleur pulsant dans ma jambe, réalisant que le confort d'Audrey passait avant ma santé. J'avais dû vendre mon ordinateur portable et emprunter de l'argent à un ami pour me faire opérer. J'ai gardé des séquelles. Chaque hiver, quand le froid s'installe, ma jambe me lance, comme un rappel constant de leur abandon. C'est cette nuit-là, à l'hôpital, que la rage s'est transformée en ambition. J'ai juré que je ne dépendrais plus jamais d'eux. J'ai travaillé comme une forcenée. J'ai codé jour et nuit, mangeant des pâtes sans beurre, dormant 3 heures par nuit. Et j'ai créé Pilier. Mais quand j'ai commencé à gagner de l'argent, beaucoup d'argent, une chose étrange s'est produite. Je n'ai pas pu m'empêcher de vouloir les sauver. C'est stupide, je sais. C'est le syndrome de l'enfant mal aimé qui essaie d'acheter l'affection de ses bourreaux. Quand j'ai vu que la maison familiale de Dijon allait être saisie parce que mon père avait tout perdu en bourse, je suis intervenue. Secrètement. Quand j'ai vu que Cédric allait faire faillite, j'ai injecté des fonds. Secrètement. Quand Audrey s'est retrouvée surendettée par ses achats compulsifs de luxe, j'ai couvert ses arrières. Je me suis posé cette question 1000 fois. Pourquoi les aider alors qu'ils me méprisaient? Peut-être parce que je voulais prouver, même dans l'ombre, que j'étais la plus forte. Ou peut-être parce que j'espérais qu'un jour, par miracle, ils changeraient. Mais ce soir, à Megève, le miracle est mort. Je vous pose la question, à vous qui m'écoutez. Si votre famille vous avait laissé souffrir dans un lit d'hôpital pour acheter un appartement à votre sœur, auriez-vous pardonné? Auriez-vous continué à les aider en secret comme je l'ai fait pendant 5 ans? Dites-le moi sincèrement dans les commentaires, car pendant longtemps, j'ai cru que c'était moi qui étais folle. Je suis arrivée à l'entrée de Lyon. Les lumières de la ville scintillaient au loin. La colère froide avait laissé place à une détermination d'acier. Il m'avait appelée mendiante. Très bien. Il était temps qu'il découvre ce que c'est que de devoir vraiment mendier. Je suis entrée dans mon immeuble situé dans le quartier ultramoderne de la Confluence. Le concierge m'a salué avec respect. Bonsoir mademoiselle Leblanc. Joyeux Noël. Joyeux Noël, Pierre, ai-je répondu. Je suis montée dans l'ascenseur privé qui menait directement au dernier étage. Mes parents pensaient que je vivais dans une colocation miteuse en banlieue. Ils n'étaient jamais venus me voir. Si seulement ils savaient que la mendiante vivait dans un penthouse de 200 mètres carrés avec vue panoramique sur le Rhône et la Saône. J'ai jeté mon manteau sur le canapé italien et je me suis dirigée directement vers mon bureau. C'est là que la magie opérait. C'est là que j'avais bâti Pilier.
Pour ceux qui ne connaissent pas, Pilier est une application FinTech que j'ai cofondée avec mon amie Sofiane. Elle utilise l'intelligence artificielle pour optimiser les dettes et l'épargne. Elle est devenue virale il y a 3 ans. Mais j'ai toujours gardé mon identité secrète derrière une holding. Pour le monde et surtout pour ma famille, j'étais juste une graphiste freelance qui galérait. J'ai allumé mon écran principal. La lumière bleue a inondé la pièce sombre. J'ai tapé mon mot de passe administrateur et j'ai accédé au God Mode, le mode Dieu. J'ai ouvert un dossier caché intitulé Famille. Devant moi, s'étalaient 5 années de mensonges et de sacrifices. Les chiffres ne mentent pas. Ils étaient là, brutaux et indéniables. J'ai regardé la colonne Audrey. Dette carte Platinum, 4 500 €, sac à main, voyage. Statut, payé par ML. Audrey se pavanait avec ses sacs Chanel en disant qu'elle les méritait grâce à ses victoires au tribunal. En réalité, son salaire d'avocate couvrait à peine son loyer parisien exorbitant. C'est moi qui payais ses caprices chaque 30 du mois pour qu'elle ne finisse pas interdite bancaire. J'ai regardé la colonne Cédric. Déficit commercial Biostore, 3 200 € ce mois-ci. Statut, comblé par ML. Mon frère se prenait pour un magnate des affaires. Il donnait des leçons d'économie à tout le monde. Mais sans mes virements automatiques masqués sous le nom de régularisation fiscale ou prime d'activité, son magasin aurait fermé ses portes il y a 2 ans. Et enfin, mes parents. Prêt hypothécaire Villa Dijon, 1 800 €. Prêt personnel Régis, dette de jeu bourse, 1 500 €. Statut, payé par ML. Il vivait dans une villa qu'il ne pouvait plus se permettre depuis la retraite de mon père. Il maintenait les apparences, organisait des dîners mondains, critiquait les pauvres, alors qu'ils étaient techniquement en faillite sans mon intervention. Au total, le compteur en bas de page affichait un montant qui me donnait le vertige, 456 780 €. C'était le prix que j'avais payé pour faire partie de cette famille. C'était le prix de mon silence. Et en retour, j'avais reçu le titre de mendiante. J'ai senti une boule dans ma gorge. Ce n'était pas de la tristesse, c'était du dégoût. J'avais travaillé si dur. J'avais sacrifié mes propres vacances, mes propres plaisirs, pour qu'ils puissent dormir sur leurs 2 oreilles. Et ce soir, ils avaient ri de moi. Ils m'avaient humilié publiquement. J'ai posé mon doigt sur la souris. Le curseur a survolé le bouton vert marqué activé. Une petite fenêtre pop-up est apparue. Attention. Vous êtes sur le point de désactiver les protocoles d'assistance financière pour le groupe famille. Cette action entraînera l'arrêt immédiat de tous les virements de couverture et le rejet des futurs prélèvements. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? J'ai pensé au sourire narquois de mon neveu. J'ai pensé à la voix de mon père disant « On ne t'a pas encore mise à la porte ». J'ai murmuré dans le silence de mon appartement de luxe. Vous vouliez que je vive comme une mendiante? Alors je vais arrêter de vivre comme votre banquier. J'ai cliqué. Le clic de la souris a été à peine audible, mais pour moi, il a résonné comme un coup de tonnerre. L'écran a clignoté une fois. Le bouton vert est devenu gris. Le statut a changé, désactivé, mode notification seulement. Je me suis adossé à mon fauteuil en cuir, le cœur battant à tout rompre. C'était fait. Le filet de sécurité avait disparu. À partir de cette seconde, la réalité allait frapper à leur porte, et elle n'allait pas être polie. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté devant mes écrans, observant les graphiques, attendant les premières secousses sismiques de ma décision. Les 2 jours suivants ont été étrangement calmes. C'était le week-end de Noël, les banques étaient fermées, les transactions étaient en suspens. C'était le calme avant la tempête. J'imaginais mes parents à Dijon, déballant leurs cadeaux, mangeant les restes de dinde, se félicitant encore de leur superbe dîner à Megève, se moquant probablement encore de ma sortie précipitée. Elle fait son intéressante, devait dire ma mère. Elle reviendra ramper quand elle aura besoin d'argent pour ses cigarettes, devait ajouter mon père. Puis, le mardi matin est arrivé. Le premier jour ouvrable. À 9h03, la première notification est apparue sur mon tableau de bord Pilier. Alerte, tentative de prélèvement échouée, compte Cédric Leblanc. Montant, 5 200 €, fournisseur vin et spiritueux. Motif, fonds insuffisants.
Je me suis servi une tasse de café et j'ai souri. Cédric venait de commander son stock pour le nouvel an. D'habitude, mon algorithme détectait le solde bas de son compte et virait instantanément la somme nécessaire depuis mon compte personnel, quelques millisecondes avant que la banque ne rejette le paiement. Mais ce matin, l'algorithme a juste regardé la transaction passée et l'a laissé s'écraser contre le mur de la réalité. À 10h15, une autre alerte. Alerte, paiement refusé, carte Visa Infinite Ghislaine Leblanc. Lieu, Spa les Célestins, Vichy. Montant, 280 €. Je pouvais presque visualiser la scène. Ma mère, en peignoir blanc, tendant sa carte avec cette hauteur dédaigneuse qu'elle a toujours. La réceptionniste qui l'insère dans la machine. Le petit bip désagréable. La réceptionniste qui essaie une deuxième fois. Je suis désolée madame, c'est refusé. Ma mère devenant rouge cramoisie. C'est impossible. C'est une carte infinite. Votre machine est défectueuse. Non, maman. La machine marche très bien. C'est juste que ta fille ratée ne paie plus tes massages. À 11h45, le gros morceau est tombé. Alerte critique, prélèvement hypothécaire rejeté, Ville à Dijon. Montant, 1800 €. Note de la banque, troisième incident majeur, historique masqué précédemment. Procédure de recouvrement activée. C'était le début de la fin. Sans mes injections de capital, ils n'étaient pas juste un peu justes. Ils étaient à découvert de plusieurs milliers d'euros chacun. Ils vivaient sur un nuage, et je venais de couper le ventilateur. Mon téléphone, que j'avais posé sur le bureau, s'est allumé. C'était un appel de ma mère. Je l'ai regardé sonner. Une fois. Deux fois. J'ai imaginé sa voix, non plus arrogante comme au dîner, mais teintée de cette panique hystérique qu'elle a quand les choses ne vont pas dans son sens. Je n'ai pas décroché. J'ai pris une gorgée de café. Il était délicieux. La semaine qui a suivi a été un chef-d'œuvre de chaos. Je n'avais même pas besoin de leur parler pour savoir ce qui se passait. Mon tableau de bord me racontait l'histoire en temps réel, transaction refusée après transaction refusée. Le mercredi, Audrey a essayé de payer un dîner d'affaires à Paris. Refusé. Elle a dû appeler son mari pour qu'il vienne payer, une humiliation suprême pour celle qui se vantait de son indépendance financière. J'ai vu la notification, carte bloquée par l'émetteur, risque de crédit élevé. Le jeudi, Cédric a perdu son plus gros fournisseur. Le virement automatique pour ses commandes de produits frais n'est pas passé. J'ai vu passer une série de frais bancaires punitifs sur son compte, frais de rejet, 50 €. Frais de découvert non autorisés, 80 €. En une journée, il avait accumulé 400 € de frais bancaires. Son empire bio s'effritait comme du pain rassis. Le vendredi, les appels sur mon téléphone sont devenus incessants. 23 appels manqués de maman. 12 appels manqués de papa. 8 appels de Cédric. Et un message vocal d'Audrey, que j'ai décidé d'écouter par pure curiosité. Sa voix tremblait de rage contenue. « Morgane, je ne sais pas ce que tu as fait, mais c'est très grave. Depuis que tu as touché à nos téléphones à Noël pour mettre à jour tes applications stupides, tous nos comptes déconnent. Papa dit que c'est un virus que tu nous as refilé. Rappelle-moi immédiatement avant que je ne porte plainte pour sabotage informatique. » J'ai éclaté de rire. C'était tellement typique. Même face au désastre, ils étaient incapables de se remettre en question. Pour eux, l'argent était un droit divin. S'il n'y en avait plus, c'était forcément la faute de quelqu'un d'autre. Et qui de mieux que la brebis galeuse de la famille, celle qui bidouillait des ordinateurs? Ils pensaient vraiment que j'avais installé un virus. Ils n'avaient toujours pas compris que j'étais le remède qu'ils venaient de recracher. Le samedi matin, j'ai reçu un message vocal de mon père. C'était différent cette fois. Il ne criait pas. Il haletait, comme s'il venait de courir. « Morgane, c'est papa. Écoute, c'est la catastrophe. La banque vient d'appeler. Ils parlent de saisir la maison. Ils disent que les versements de régularisation ont cessé. Je ne comprends pas. Ils disent que ces versements venaient d'un compte tiers qui a bloqué l'accès. Le banquier m'a demandé si je connaissais une certaine société ML Holdings. Morgane. ML, c'est toi? Dis-moi que ce n'est pas toi.
Le ton de sa voix, c'était un mélange de peur et d'incrédulité. L'idée que sa fille ratée puisse avoir une holding capable de payer son hypothèque était inconcevable pour son cerveau étriqué. J'ai décidé qu'il était temps de répondre. Pas par un appel. C'était trop facile. Je voulais voir leur visage quand la vérité éclaterait. Je voulais voir la lumière s'éteindre dans leurs yeux arrogants. J'ai envoyé un message unique dans le groupe WhatsApp familial La Famille Formidable. Oui, c'était vraiment le nom du groupe. Je ne suis pas un virus. Je ne suis pas une erreur informatique. Si vous voulez comprendre pourquoi votre monde s'écroule, venez à Lyon. Je vous attends mardi à 14 h dans mon bureau. Voici l'adresse. J'ai joint la localisation de mon immeuble à Confluence. Cédric a répondu immédiatement. Tu habites dans ce quartier? Tu fais le ménage chez qui? Je n'ai pas répondu. J'ai éteint mon téléphone. Laissez-les mariner dans leur angoisse tout le week-end. Laissez-les compter leurs centimes pour payer l'essence du voyage. La leçon ne faisait que commencer. Le dimanche soir, alors que je préparais mentalement ma confrontation, une notification inattendue est apparue sur mon ordinateur. C'était un message privé sur Discord. Utilisateur, Kylian Gam 3R, mon neveu de 17 ans. Salut Tatimo. C'est le chaos ici. Grand-mère pleure dans la cuisine en disant qu'ils vont finir à la rue. Grand-père hurle au téléphone avec ses courtiers. Maman, Audrey, est en train de chercher des prêts à la consommation en ligne, mais tout est refusé. J'ai souri tristement. Kylian était le seul membre de cette famille qui avait une âme. Il était passionné de code et de jeux vidéo, comme moi. Mais Audrey lui interdisait de me parler trop souvent, de peur que je ne le contamine avec mon manque d'ambition. J'ai tapé « Et toi, ça va ?» Il a répondu instantanément « Moi ça va. » Honnêtement ? C'est un peu satisfaisant de les voir paniquer. Ils sont tellement faux d'habitude. Mais Tati, je crois que je sais ce qui se passe. L'autre jour, j'ai emprunté l'iPad de maman pour jouer, et j'ai vu une notif de ton appli Pilier. Ça disait protection désactivée par admin Monsieur L. J'ai fait le rapprochement. ML. Morgane Leblanc. C'est toi, hein? C'est toi qui payais tout? Ce gamin était brillant. Bien plus que sa mère avocate. Oui, Kylian. C'était moi. Waouh. Tati, tu es riche? Disons que je ne suis pas une mendiante. Il y a eu une pause, les 3 petits points de suspension dansaient sur l'écran. Tu sais, le soir du réveillon, quand tu es parti, j'ai voulu te courir après. Ce qu'ils ont dit était dégueulasse. Papy a dit après ton départ que tu ne valais rien. J'ai failli vomir. Je suis content que tu leur donnes une leçon. Fais attention quand même, ils arrivent demain. Oncle Cédric est furieux, il dit qu'il va te forcer à réparer le bug. Il pense toujours que c'est une erreur technique. Ils sont trop orgueilleux pour admettre que tu les aidais. Ce message m'a donné la dernière pièce du puzzle dont j'avais besoin. Il venait non pas pour s'excuser, ni même pour remercier, mais pour exiger. Il venait avec l'arrogance de ceux qui croient que le monde leur doit tout. Merci de me prévenir, Kylian. Ne dis rien pour l'instant. Fais semblant de ne rien savoir. Demain, tout va changer. T'inquiète. Je suis dans leur voiture, ils m'obligent à venir. J'ai hâte de voir leur tête. Courage Tati. J'ai fermé l'ordinateur. Le soutien inattendu de Kylian m'a réchauffé le cœur. Au moins, il y en avait un à sauver dans ce naufrage. J'ai regardé par la grande baie vitrée. La Saône coulait paisiblement en bas, sombre et puissante. Demain, ma famille allait débarquer ici, pensant trouver une servante, une fautive, une ratée. Ils allaient trouver un juge. Et la sentence était déjà écrite. Le mardi à 13h55, l'interphone vidéo de mon appartement a sonné. J'ai activé l'écran. Ils étaient là, plantés devant l'entrée majestueuse en verre et acier de la résidence Le Monolithe. C'était un spectacle pathétique. Ils avaient essayé de garder leur allure hautaine, mais les fissures étaient visibles. La Porsche Cayenne de mon frère était sale, probablement parce qu'il ne pouvait plus se payer le lavage auto premium. Ma mère portait son manteau de fourrure, mais elle avait l'air nerveuse, regardant autour d'elle comme si elle craignait d'être agressée.
Audrey ajustait nerveusement ses lunettes de soleil, et mon père faisait les 100 pas, l'air furieux. Kylian était en retrait, les mains dans les poches, observant la caméra avec un petit sourire complice. J'ai appuyé sur le bouton parler. Bonjour. Mon père a sursauté et s'est approché de la caméra, son visage déformé par le grand angle. Morgane. Ouvre immédiatement. On sait que tu es là. C'est quoi cette blague de nous faire venir ici? Ton frère a dû payer l'essence avec ses dernières espèces. Bonjour papa. 3e étage. Pentouze. J'ai déverrouillé la porte. J'ai attendu devant ma porte d'entrée en chêne massif. J'ai entendu l'ascenseur monter. J'ai entendu leur voix étouffée dans le couloir. Ça doit être une erreur, disait la voix d'Audrey. Elle ne peut pas habiter ici. C'est l'immeuble le plus cher du quartier. Elle doit squatter chez quelqu'un. Ou alors elle fait le ménage, a ricané Cédric, bien que son rire manquait d'assurance. La porte de l'ascenseur s'est ouverte. Ils se sont tus net. Je les attendais, appuyés contre le cadre de ma porte, vêtus non pas de mon vieux pull, mais d'un tailleur pantalon en soie blanc, coupé sur mesure. Mes cheveux étaient coiffés, je portais des talons aiguilles. Je ressemblais à la CEO que j'étais, pas à la sœur qu'ils connaissaient. Entrez, ai-je dit calmement. Ils sont entrés avec hésitation. Leurs yeux s'écarquillaient à mesure qu'ils découvraient l'intérieur. Le salon immense, les œuvres d'art originales au mur, la cuisine ultramoderne et surtout, la vue imprenable sur tout Lyon à travers les baies vitrées de 6 mètres de haut. Ma mère a laissé tomber son sac à main, un faux Louis Vuitton, maintenant que je ne payais plus pour les vrais. Mais... Morgane. À qui appartient cet appartement, a-t-elle balbutié. Ton patron est là? Nous devons lui parler. J'ai ri doucement. Un rire sec. Mon patron? Maman, je suis mon propre patron. Et cet appartement est à moi. Payez comptant. Audrey a plissé les yeux, son cerveau de juriste cherchant une faille logique. Impossible. Tu es graphiste freelance. Tu gagnes à peine le SMIC. Tu as gagné au loto? Tu vends de la drogue? Toujours aussi charmante, Audrey, ai-je répondu en me dirigeant vers le salon. Asseyez-vous. Ne vous inquiétez pas pour le canapé en cuir blanc, il est traité contre les taches et contre la bêtise, j'espère. Ils se sont assis, raides, mal à l'aise. Cédric regardait autour de lui avec une jalousie si intense qu'elle en était presque palpable. Mon père, lui, était rouge de colère. Assez joué, Morgane, a-t-il explosé. On s'en fout de ton appartement. Tu nous as piratés. Depuis une semaine, tous nos comptes sont bloqués, l'argent a disparu. Tu as fait quelque chose avec ton maudit ordinateur. Rends-nous notre argent, ou je jure que j'appelle la police. J'ai croisé les jambes et j'ai pris une télécommande sur la table basse. Vous voulez parler d'argent? Très bien. Parlons d'argent. Mais attention, la vérité risque de vous coûter plus cher que vous ne le pensez. J'ai appuyé sur un bouton. Les rideaux automatiques se sont baissés pour tamiser la lumière, et le grand écran mural de 85 pouces s'est allumé. Le logo de Pilier est apparu, suivi de mon nom en toutes lettres, Morgane Leblanc, CEO fondatrice et CTO. Vous m'avez appelée mendiante, ai-je dit, ma voix devenant glaciale. Laissez-moi vous présenter le banquier qui vous a nourri pendant 5 ans. L'écran affichait désormais un tableau Excel géant, clair, net et précis. C'était l'autopsie financière de ma famille. Le silence dans la pièce était total. On aurait pu entendre une mouche voler, ou dans leur cas, leur ego se briser. Je me suis levée et je me suis approchée de l'écran, telle une professeure devant des élèves en échec scolaire. Regardez bien, ai-je commencé en pointant la première colonne. Voici vos dépenses réelles. Et voici la colonne source des fonds. J'ai zoomé sur la ligne de Cédric. Cédric, tu te souviens de ce post Facebook l'année dernière? Tu posais avec une bouteille de Château Margaux à 2000 € en disant le fruit de mon dur labeur. J'ai affiché la transaction bancaire correspondante. Carte refusée à 20 h. Solde couvert par M.L Personal Fund à 20h01. C'est moi qui ai payé cette bouteille, Cédric. Tu as bu mon argent.
Cédric a ouvert la bouche, puis l'a refermée, le visage virant au gris. Je me suis tournée vers Audrey. Audrey, tes fameux week-ends à Saint-Tropez pour décompresser après tes victoires. Regarde ici. Ton cabinet ne te remboursait pas ses frais. C'est mon algorithme qui comblait le trou de ta carte American Express chaque fois que tu dépassais la limite de 3000 €. Ce sac à main que tu tiens sur tes genoux? Je l'ai payé. Audrey a instinctivement serré son sac contre elle, comme s'il allait brûler. C'est faux. C'est un montage, a-t-elle sifflé, mais sa voix manquait de conviction. Et vous, papa, maman? J'ai affiché le plus gros montant. La villa. Votre fierté. Vous disiez à tout le monde que vous aviez fait de bons placements. La vérité, c'est que papa a perdu 60% de son capital retraite en jouant aux apprentis traders il y a 4 ans. Depuis, c'est moi qui paie les mensualités. Chaque mois. J'ai fait défiler l'écran jusqu'au total final, écrit en rouge gras, 456 780 €. Voilà ce que la mendiante vous a donné. Près d'un demi-million d'euros. Je ne vous ai pas piraté. J'ai simplement arrêté de vous perfuser. Vous n'êtes pas victime d'un vol, vous êtes victime de votre propre incompétence et de mon excès de générosité. Ma mère a commencé à pleurer. Pas des larmes de remords, non. Des larmes de peur. Mais pourquoi, a-t-elle gémi? Pourquoi tu ne nous as rien dit? Pourquoi tu nous as laissé croire qu'on avait de l'argent? Parce que je voulais que vous m'aimiez, ai-je crié, perdant mon calme pour la première fois. Je pensais que si je réglais tous vos problèmes, vous finiriez par voir que je valais quelque chose. Mais j'ai eu tort. Même quand je vous sauvais la vie, vous me crachiez dessus. Régis, mon père, s'est levé, tremblant de rage et d'humiliation. Tu nous as piégés. Tu nous as laissé vivre au-dessus de nos moyens pour pouvoir nous humilier aujourd'hui. C'est pervers, Morgane. Tu es une manipulatrice. Je suis une manipulatrice, ai-je répliqué. Je vous ai offert une vie de rêve. Tout ce que vous aviez à faire, c'était d'être décent. Juste décent. Mais à Megève, vous m'avez traité de déchet. Alors j'ai décidé de vous traiter comme des adultes responsables. Payez vos propres factures. C'est là que l'atmosphère a changé. J'ai vu le regard d'Audrey se durcir. Elle a remis ses lunettes, a redressé son dos, et le masque de l'avocate rapace est retombé sur son visage. La tristesse a disparu, remplacée par le calcul. Attends une minute, a-t-elle dit froidement. Tu as utilisé nos données bancaires pour calibrer ton application, n'est-ce pas? Tu as utilisé la famille comme cobaye pour ton algorithme? Je l'ai regardé, incrédule. Tu plaisantes, j'espère? Non, a-t-elle continué, un sourire carnassier aux lèvres. Tu as accédé à nos comptes sans mandat écrit explicite. Tu as utilisé nos profils financiers pour enrichir ta base de données et vendre ton logiciel. Juridiquement, on peut appeler ça de l'exploitation de données personnelles. Voire de l'abus de confiance. Ma mère a relevé la tête, séchant ses larmes instantanément. L'odeur de l'argent l'avait réanimée. Audrey a raison, a dit Ghislaine. Cet argent, cette application, c'est grâce à nous. Si tu as réussi, c'est parce que nous t'avons inspiré. C'est l'argent de la famille. J'étais stupéfaite. Ils étaient au fond du trou, et au lieu de chercher une échelle, ils essayaient de creuser pour me tirer vers le bas. Ils voulaient ma part. Ils voulaient s'approprier mon succès. Nous voulons notre part, a déclaré Cédric en se levant à son tour. On veut 50% des parts de ta société. Pour préjudice moral et utilisation frauduleuse de données. Sinon, on t'attaque en justice et on détruit ta réputation. J'ai regardé Kylian. Il était assis dans le coin, la tête dans les mains, accablé par le comportement de sa propre mère. J'ai pris une grande inspiration. Vous voulez des parts? Ai-je demandé doucement. Oui, ont-ils répondu en chœur. Dommage, ai-je dit en me dirigeant vers la porte d'entrée pour l'ouvrir. Parce que vous arrivez une semaine trop tard. Au moment où j'ouvre la porte, un homme est entré. C'était Sofiane, mon associé et meilleur ami. Il tenait une mallette en cuir et affichait un sourire éclatant. Ah, bonjour, a-t-il lancé joyeusement, ignorant la tension palpable dans la pièce.
Tu ne m'avais pas dit qu'on avait de la visite, Mo. Il s'est tourné vers ma famille pétrifiée. Vous devez être les fameux parents. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Il a insisté sur le mot beaucoup avec une ironie mordante. Audrey s'est avancée vers lui, agressive. Qui êtes-vous? Nous sommes en pleine discussion familiale sur la restructuration de l'actionnariat de la société de ma sœur. Sofiane a éclaté de rire. Restructuration? Madame, il n'y a plus rien à restructurer. Il a posé sa mallette sur la table en verre, a sorti un dossier épais et l'a fait glisser vers Audrey. Lisez ça. C'est public depuis ce matin, mais comme vous étiez occupé à conduire jusqu'ici, vous l'avez raté. Audrey a saisi le document. Ses yeux ont parcouru la première page et j'ai vu ses mains commencer à trembler. Quoi? A-t-elle murmuré. Acquisition. 12 millions d'euros? Exactement, a confirmé Sofiane en s'asseyant décontracté sur le bras du canapé. Morgan et moi avons vendu Pilier la semaine dernière à un groupe fintech allemand. La vente a été finalisée le 24 décembre au matin. Il a pointé Morgan du doigt. Votre fille n'est plus propriétaire de l'application. Elle est juste une consultante très riche qui profite de sa retraite anticipée. Vous ne pouvez pas réclamer des parts d'une entreprise qui ne lui appartient plus. Cédric a failli s'étouffer. 12 millions? Vous avez vendu pour 12 millions? Dont 60% pour Morgan, a précisé Sofiane. Faites le calcul. Ça fait beaucoup de zéros. L'atmosphère dans la pièce a changé instantanément. La menace juridique a disparu. L'agressivité s'est évaporée. À la place, une cupidité obséquieuse et visqueuse a envahi l'espace. C'était esséurant. Ma mère s'est levée et s'est précipitée vers moi, les bras ouverts. Oh, ma chérie! Ma petite Morgane! Je le savais. J'ai toujours su que tu étais un génie. 12 millions. C'est merveilleux. Nous sommes riches. Elle a essayé de me serrer dans ses bras, mais j'ai reculé brusquement. Nous sommes riches, ai-je répété. Non, maman. Je suis riche. Mon père a essayé de jouer la carte de l'autorité paternelle bienveillante. Allons, Morgane, ne joue pas sur les mots. On a eu des mots durs, c'est vrai. Le stress, tu comprends. Mais maintenant, tout va s'arranger. Avec cet argent, on peut rembourser la maison, renflouer le magasin de Cédric, et Audrey a besoin d'un coup de main pour son cabinet. On est une famille, après tout. Le sang est plus important que tout. J'ai regardé ces gens. J'ai regardé leurs visages avides. Il y a une semaine, j'étais une mendiante. Aujourd'hui, j'étais leur sauveur, simplement parce que mon compte en banque avait changé de statut. Ils ne m'aimaient pas plus qu'avant. Ils aimaient mon argent. Je me suis tournée vers Sofiane. Montre-leur la dernière page du contrat, s'il te plaît. Sofiane a feuilleté le dossier jusqu'à l'annexe C. Ah oui, ma partie préférée, a-t-il dit. Il a lu à haute voix. Clause de donation philanthropique. Mademoiselle Morgane Leblanc stipule que sur sa part de la vente, la somme de 456 780 €, correspondant exactement aux dettes familiales toxiques accumulées par le passé, sera immédiatement versée à la Fondation Les Petits Princes. Il a levé les yeux vers ma famille. En gros, l'argent qu'elle a dépensé pour vous pendant 5 ans? Elle considère que c'était une perte sèche. Elle ne vous le réclame pas. Mais elle a fait don d'une somme équivalente à des orphelins pour nettoyer son karma, comme elle dit. Et pour le reste de la fortune, a demandé Audrey, la voix étranglée. Placée dans des fiducies intouchables, ai-je répondu. Je ne vous donnerai plus un centime. Pas un euro. Pas pour vos maisons, pas pour vos voitures, pas pour vos dettes. C'est fini. Mon père est devenu violet. Tu ne peux pas faire ça à ta propre chair et ton propre sang. On va tout perdre. Alors perdez tout, ai-je dit calmement. Apprenez à vivre comme des gens normaux. Vendez la villa. Vendez la Porsche. Travaillez. C'est ce que font les mendiants, non? Cédric a hurlé une insulte et a levé la main comme pour me frapper. Sofiane s'est interposé immédiatement, son mètre 90 faisant barrage. Je crois qu'il est temps de partir, a dit Sofiane d'une voix qui ne tolérait aucune réplique.
Avant que j'appelle la sécurité. La sortie de ma famille a été aussi chaotique que leur arrivée. Mais avant qu'ils ne franchissent la porte, j'ai appelé une dernière personne. Kylian. Attends. Mon neveu s'est arrêté. Audrey l'a tiré par le bras. Viens, Kylian. On ne reste pas chez cet égoïste. Kylian s'est dégagé brusquement de la poigne de sa mère. Non, maman. Arrête. Il s'est tourné vers moi. Il avait les larmes aux yeux. Je suis désolée, Tati. J'ai honte d'eux. J'ai souri et je lui ai tendu une petite carte de visite noire. Tu n'as pas à être désolée pour eux. Tu n'es pas eux. Écoute-moi bien. Quand tu auras 18 ans, l'année prochaine, appelle ce numéro. C'est mon avocat. J'ai mis en place un fonds d'études pour toi. Il couvrira ton école d'ingénieur, ton logement, tout. Tu pourras devenir le codeur que tu rêves d'être. Mais à une condition, tu dois réussir par toi-même. Ne deviens jamais comme eux. Kylian a pris la carte comme si c'était le Saint Graal. Il a regardé sa mère, puis moi. Merci, Tati. Je te le promets. Il a regardé sa mère droit dans les yeux. Je rentre en train. Je ne veux pas être dans la voiture avec vous. Audrey a ouvert la bouche, choquée par cette rébellion, mais elle n'a rien dit. Elle savait qu'elle avait perdu tout pouvoir. La porte s'est refermée sur eux. Le silence est retombé dans l'appartement. Un silence lourd, mais pur. Sofiane m'a tendu un verre de whisky. Alors? Ça fait quoi d'être une orpheline volontaire? J'ai pris le verre, j'ai regardé Lyon s'illuminer dans la nuit. Ça fait léger. Je me sens incroyablement légère. J'avais perdu ma famille ce jour-là. Mais en réalité, je ne les avais jamais eus. J'avais juste perdu des parasites qui portaient le masque de l'amour. J'ai bu une gorgée. Le whisky brûlait agréablement ma gorge, effaçant le goût amer des souvenirs de Megève. Je n'ai pas eu de nouvelles directes pendant plusieurs mois, mais les échos me parvenaient. La chute de la maison Leblanc a été rapide et brutale. Sans mon filet de sécurité invisible, la gravité a fait son œuvre. La villa de Dijon a été saisie par la banque 3 mois plus tard. Mes parents ont dû organiser un vide-grenier humiliant pour vendre leurs antiquités, qui se sont révélées être des copies sans valeur. Ils ont déménagé dans un petit étroit en banlieue. Mon père a dû vendre ses clubs de golf. Ma mère a dû apprendre à faire ses courses chez Lidl. J'espère qu'elle y a trouvé de l'humilité en rayon, mais j'en doute. Cédric a déposé le bilan. Son magasin bio a fermé, laissant des dettes colossales. Sa femme l'a quitté 2 semaines après la faillite, apparemment. Son amour était aussi conditionnel que celui de mes parents. Il travaille maintenant comme chef de rayon dans un supermarché. L'ironie du sort, il range les bouteilles de vin qu'il ne peut plus s'offrir. Quant à Audrey, Audrey. La justice a un sens de l'humour poétique. Désespérée par ses dettes, elle a essayé de piocher dans le compte séquestre d'un client pour couvrir ses propres échéances. Elle s'est fait prendre. Elle a été radiée du barreau pour manquement à l'éthique. L'avocate célèbre ne peut plus plaider. Elle travaille maintenant comme consultante juridique obscure pour une compagnie d'assurance bas de gamme. Moi? Je suis partie voyager. J'ai passé 1 mois au Japon, 2 mois en Nouvelle-Zélande. J'ai réappris à vivre pour moi. J'ai soigné ma jambe avec les meilleurs kinésithérapeutes. Je ne boite presque plus. Mais l'histoire ne s'arrête pas tout à fait là. Hier, j'ai reçu un email. Objet, urgent, papa. C'était de ma mère. Morgane, s'il te plaît. Ton père est à l'hôpital. Il a fait un infarctus léger. Le stress de la faillite. On n'a pas les moyens de payer une chambre individuelle. Il est dans une chambre commune bruyante. Il demande à te voir. S'il te plaît, au nom du passé. Aide-nous juste une dernière fois. J'ai regardé l'écran. Mon doigt a survolé le bouton répondre. Il y a 1 an, j'aurais couru. J'aurais payé. J'aurais pleuré. Mais aujourd'hui, j'ai relu le message et j'ai vu la manipulation derrière chaque mot. Au nom du passé.
Ce passé où ils m'ont appelée mendiante. J'ai appuyé sur supprimer. Puis j'ai bloqué l'adresse. J'ai envoyé un message à Kylian à la place. J'ai viré ton argent de poche du mois. Travaille bien tes maths. Je suis fière de toi. Je suis actuellement assise sur une terrasse face au Mont Blanc. Pas à Megève, mais du côté italien, loin des faux semblants. L'air est pur. J'ai réalisé quelque chose d'essentiel, la famille n'est pas une question d'ADN. Le sang vous rend parent, mais c'est la loyauté qui fait de vous une famille. Pendant des années, j'ai payé pour être aimé. J'ai cru que l'amour était une transaction. Je me trompais. L'amour ne s'achète pas, et le respect ne se négocie pas. Ils m'ont appelée la ratée. Aujourd'hui, je suis libre, riche et entourée de gens qui m'aiment pour qui je suis, pas pour ce que je peux leur virer sur un compte bancaire. Eux, ils ont tout perdu, mais le plus triste, c'est qu'ils n'ont toujours pas compris pourquoi. Ils pensent encore qu'ils sont victimes de la malchance. Ils n'ont pas perdu à cause de l'argent. Ils ont perdu parce qu'ils ont sous-estimé la mendiante qui tenait les piliers de leur temple. Alors, si vous m'écoutez aujourd'hui et que vous êtes la brebis galeuse de votre famille, si vous êtes celui ou celle qu'on critique, qu'on utilise, qu'on méprise, écoutez-moi bien, coupez les ponts. Arrêtez de payer. Arrêtez d'essayer de prouver votre valeur à des gens qui ont décidé de ne pas l'avoir. Votre valeur ne dépend pas de leur approbation. Parfois, la chose la plus saine à faire est d'appuyer sur le bouton désactiver et de regarder le château de cartes s'effondrer. Ce n'est pas de la cruauté. C'est de la justice. C'est la fin de mon histoire, mais peut-être le début de la vôtre. Si cette histoire vous a touché, ou si vous avez vous-même vécu une situation similaire avec une famille toxique, mettez un j'aime à cette vidéo. Et surtout, partagez votre expérience dans les commentaires. Avez-vous déjà coupé les ponts? Comment vous êtes-vous senti après? Je lirai toutes vos histoires. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la prochaine confession. Prenez soin de vous, et surtout, gardez le contrôle de votre vie.